Bref, donc voilà pour notre partie focus. Et donc on peut passer aux questions auditeurs. Les questions auditeurs. FD, nous voyons, on se rend compte que on est bientôt à la fin de saison parce qu'on n'a pas autant de questions auditeurs qu'avant. Donc tout le monde attend un peu les, les playoffs. Mais on a quelques-unes tout de même, donc on va essayer d'y répondre. Question de Daimzao, FD, pour commencer, qui nous dit si on faisait s'affronter la conférence Est contre Ouest en playoff de cette façon, le premier à l'Ouest contre le premier à l'Est, le deuxième à l'Ouest contre le deuxième à l'Est, combien de confrontations gagne l'Est au premier tour? Ah oui, donc en fait, il veut essayer de jauger quelle conférence est meilleure, et donc si on fait un duel de équipe par équipe, qui est la meilleure, quoi. Ah bah après, il y a cette histoire de play-in là qui casse un peu la tête quand même. Sur les 8, on va dire. Sur les 8, alors. Boston, Minnesota, Boston, on est d'accord. Oui. Ah d'accord, je vois. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est 1 contre 1, 2 contre 2. Oui, d'accord. Okay, Milwaukee, Denver, 2 contre 2, on prend Denver. Denver, effectivement. Cleveland, OKC. Ouh. Ah, allez, j'ai envie de croire en OKC quand même. Ouais, je pense aussi, assez facilement. Orlando Clippers. Aïe aïe aïe, les Clippers, c'est un peu la gueule de bois en ce moment. Ouais, non, mais quand même, Clippers. Ouais, je suis d'accord. New York contre Dallas. Oh, terrible. Le Brunsonico. Ouais, bah oui, le Brunsonico, exactement. Le Porzingisico. Le Porzingis. Non, Porzingis, mais... Ah oui, d'accord. Le Tim Hardaway Jr., Ico. Aussi. On peut continuer très longtemps le jeu, je pense. Hein. Moi, je prends New York. En l'état actuel des choses, sans Julius Randle, moi j'aurais tendance à prendre Dallas. Hein. Ok. Miami contre Phoenix. 6e contre 6e. Ce serait une super série, ça. Ouf, oui, ça est pas mal, celle-là aussi. Hein. Ah, tu vois, j'adore cette histoire de conférence inversée, là. Juste pour voir ça. Ce serait super et Non, je prendrais Phoenix, quand même. Je prends Phoenix aussi, sachant que je vais le regretter. Bon, après, ça va, il n'y aura jamais une finale Miami-Phoenix. Ah, c'est dans la boîte. Non, c'est dans la boîte. 7e contre 7e, Indiana contre Pelicans. Pelicans, je pense. Pelicans, mais ça sent la série à 160 points par match. 320 points par match, on va dire. Sixers contre Kings, 8e contre 8e. Avec Embiid? Ouais, avec Embiid sur une jambe et sans Kevin Huerter, sans Malik Monk. Les Sixers, mais pour le coup, très peu hypé par cette série. Oui, très. J'ai même pas envie de choisir. Je sais pas. Je sais pas. Et après, après, c'est vrai que le play-in à l'Est, Chicago-Atlanta, Chicago-Atlanta, ça perd contre Lakers Warriors, je pense. Oui. Mais ouais, donc une majorité à l'Ouest, on est d'accord. Une majorité à l'Ouest, même si on a quand même quelques-unes où on préfère l'Est. Quoique, il n'y a que Boston, mine de rien. Que Boston premier à l'Est, où c'était à peu près sûr. Je crois que le reste, t'as pris que des équipes de l'Ouest, toi. Oui, je crois, ouais. Bon, pas mal cet exercice, effectivement. Ouais, sympa. Ça pourrait être sympa des playoffs comme ça. Bon, après, le problème de playoffs comme ça, c'est que c'est sympathique les séries Boston-Minnesota, mais qu'est-ce que tu fais des Philadelphia Kings, quoi, tu vois? Est-ce que tu regardes ça? Bref. Merci pour la question, en tout cas, Daimzao. Question de Sixella. Question de l'hebdo. Le free throw rate, le taux de lancer franc de Shai Gilgeous-Alexander est en baisse. 43,1% contre 53,5% la saison dernière. Avez-vous une explication à cela? Point d'interrogation. Moins de drive, peut-être? Alors, l'info sur les drives, je l'ai pas. Je crois que c'est toujours le drive king en termes de volume. Hein. Oui. Par contre, il y a 2 points là-dessus. Je parle de récemment, je parle depuis janvier, ou même depuis un peu plus tard, après le All-Star Break. On a vu quand même une baisse du nombre de lancers francs globalisés dans la ligue, avec des rumeurs de... Alors, il y a des points of emphasis, des points de vigilance qui ont été officiellement sortis par Monty McCutcheon, qui est le patron de l'arbitrage en NBA, où il revenait justement à mi-saison sur plusieurs points, notamment en pause d'écran, marché, et des points sur la défense sur porteur de balle, où on revenait un petit peu, tu te rappelles, à la lutte contre les non-basketball moves. Ouais. Et il paraît que Joe Dumars aurait envoyé un mémo à l'ensemble des propriétaires là, courant mars, pour dire que voilà, la ligue continuait le combat contre les non-basketball moves. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment on voit un petit peu plus de physicalité, un petit peu plus de dureté physique permise, moins de lancers francs,
Et du coup, c'est vrai que ça impacte des joueurs qui drivent beaucoup et qui cherchent beaucoup les lancers francs. Alashia Alexander, Trae Young, Jalen Brunson, etc., etc. Donc, moi, la première explication, c'est ça, c'est un changement d'arbitrage, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est sur cette fin de saison, des petits pépins physiques qui font que Shai Gilgeous-Alexander est peut-être moins explosif sur le premier pas. Et on sait qu'en NBA, en fait, c'est super important pour avoir des lancers francs. Il faut absolument que tu mettes ton défenseur sur le côté pour obtenir des lancers francs. Et donc, forcément, si t'es moins explosif sur le premier pas, tu mets moins ton défenseur sur le côté, donc t'as moins de lancers francs. Oui, en effet. Alors après, c'est vrai que je me souviens qu'il y a quelques joueurs comme ça où je m'étais fait la réflexion qui étaient moins époustouflants en free throw rate plus ajusté que d'habitude. Après, bon, tu vois, donc le taux de lancer franc ajusté par rapport à la moyenne, il était à 201. L'an dernier, il tombe à 175. C'est-à-dire il était à 201 plus 101% par rapport à la moyenne. Il tombe, entre guillemets, à 175 plus 75% seulement. C'est encore un score d'élite, hein, mais ouais, je sais pas, je saurais pas trop l'expliquer. Mais moins de drive, non, on est encore sur le driver le plus prolifique, enfin celui qui fait le plus de drive de NBA. C'est pas lui qui a la meilleure efficacité en fin de drive, mais c'est lui qui fait le plus de drive. Mais non, je sais pas, je sais qu'il est aussi pas mal en termes de, tu sais, le petit pull-up à mi-distance, parfois pour punir le côté, le défenseur au bout d'un moment se prépare à driver, donc il surprend avec le contre-move, c'est je m'arrête à mi-distance. Donc peut-être c'est lié à ça, ce côté, le pull-up à mi-distance est quand même très très bon, peut-être même d'ailleurs mieux que jamais. Il est aussi très bon dans ce qu'on appelle la zone du flotteur, à la short mi-distance. Donc ouais, je sais pas. Mais tu vois, rien qu'au niveau des chiffres de fréquence de tir au panier versus short mi-distance, il prend moins de tirs directement sous le panier cette année que l'an dernier. 40% de ses tirs étaient au panier l'an dernier, alors que cette année, c'est à peine 33%. Donc voilà, il s'arrête aussi beaucoup plus cette année à mi-distance. 17% de ses tirs sont des longs tirs à 2 points, donc pas des short mi-distance, des longs tirs à 2 points. Comparé à avant, c'était que 15%. Donc voilà, peut-être que son régime de tir a peut-être un peu changé, ou il s'arrête un peu avant en tant que contre-move. Et puis voilà, peut-être qu'il y a moins de calls pour une raison ou une autre, un petit hasard, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que j'expliquerai. Mais on a quand même si ça a un peu baissé, on a quand même un des meilleurs provocateurs de lancer franc de toute la NBA, en tout cas. C'est un peu certain. Question de Dismaël. J'aime beaucoup l'expression donner de la confiture à un cochon. Vous avez envie de l'appliquer à quel coach en termes d'effectifs qu'il n'exploite pas? Qui a un bon effectif? Qui sait qu'on n'aime pas comme coach? Je n'ai pas tant que ça. De suite, Jason Kidd, je suis pas hyper fan. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, Jason Kidd? Est-ce que les Bucks, c'est pas la réponse facile? Si. Parce que si. Tu peux faire mieux que Doc Rivers quand même. Oui. Pour le meilleur duo de l'histoire de la NBA. En tout cas, un des plus excitants. Lillard Giannis. Ça peut rentrer. Ouais. Vas-y. On n'aime pas Chauncey Billups. Mais est-ce qu'on lui donne vraiment de la confiture? Non. On peut pas dire ça non plus, en effet. On peut pas dire ça non plus. Détroit, Washington, Charlotte, non. Non, je pense que je dirais Doc Rivers, moi. Ouais, toi, t'aimes bien les deux du côté de Los Angeles. Tyronn Lue et Darvin Ham. J'aime bien les deux, ouais. Apparemment, je suis dans la moyenne basse. J'ai cru comprendre. Dans la moyenne basse? Oui, je suis plus bas que... Oui, du coup, dans la moyenne haute, pardon, je veux dire. Oui. C'est ce qui me semblait. Excuse-moi. Ok, non, parce que pour moi, enfin, j'aime beaucoup les deux aussi. Tyronn Lue pour ses ajustements en cours de match, et puis Darvin Ham pour le playbook de manière générale. Disons que Tyronn Lue, je suis pas sûr qu'un autre coach pourrait faire beaucoup mieux, tu vois, genre installer une motion offense avec les joueurs qui sont en place. Je suis pas sûr que ça existe, en fait. Je suis pas sûr que ce soit possible. On peut rêver, hein, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Donc non. Et Darvin Ham, ouais, moi j'aime beaucoup. Mais c'est pas très créatif, mais j'aime beaucoup les ajustements. Donc ouais, non, je dirais Doc Rivers ou alors Jason Kidd. C'est peut-être un peu sévère, mais ouais. Je suis en train de regarder la liste des coachs quand même. Alors, est-ce que c'est un biais de récence ou je sais quoi, mais c'est vrai que je pense qu'on aurait posé la même question il y a 5 ans, on aurait eu énormément de mecs qu'on avait envie de dégager. Là,
Je trouve ça cohérent, tu vois. Il y a quand même une nouvelle génération, enfin une génération de jeunes coachs là qui, Il y a que Chauncey Billups qui fait un peu tâche là-dedans, je trouve. ouais, Pardon, hein, mais en même temps, il a jamais bossé pour être coach. Il a fait 1 an d'assistant après avoir réclamé un coach pendant 5 ans. Il a fait 1 an d'assistant et puis il est coach. Et ça se voit. Ça se voit. Ah, tu vois, il y a plus de Derek Fisher. Bah c'est ça, ouais. Il y a plus tant que ça de mecs qui jouent un peu sur le crédit, quoi. Bah, les derniers, c'était Derek Fisher et John Kidd, d'ailleurs. Et Steve Nash. Bon, Steve Nash, c'est encore différent, mais Steve Nash a quand même été un peu assistant coach, un peu, quand même, il a bossé dans quelques franchises avant ouais. de sauter le pas, quoi. C'est pas comme Chauncey Billups qui était sur ESPN, quoi. Le mec, c'était donnez-moi un poste de GM ou de coach, et sinon, bah, je suis sur ESPN. Bon, bref, c'est pas ce que j'appelle bosser. Après, tant mieux, il est élu au Hall of Fame, et c'est un joueur tellement sous-estimé dans l'histoire, je pense que un joueur exceptionnel, mais coach, on attendra un peu. Question de Logan. Une préférence pour la bague cette année? Point d'interrogation. Back-to-back de Jokic, la 5e de LeBron Curry, la première de Booker, de Tatum, de Doncic, de Butler. Est-ce que tu as une préférence, toi? Ah, moi j'aime bien les Celtics quand même. Ouais, donc Tatum et Boston alors. Ouais. Oui, je j'ai pas de préférence. Ce serait fun, ce serait fun. Doncic ou Jokic. C'est vrai que le 2 d'affilée de Jokic, ça serait pas mal, quoi. T'imagines 4 MVP d'affilée et 2 titres d'affilée? Ça pourrait être assez sympa. Ce serait le pire back-to-back de l'histoire. J'avoue que Butler, j'aimerais bien qu'il ait une bague quand même, Butler, un jour. Parce que il a une carrière bizarre, mais ça fait quand même 5 ans que c'est un mec à un niveau stratosphérique. Hein. Ouais. Jimmy Butler, j'aimerais bien Butler. Mais je pense que c'est pas pour cette année, malheureusement. D'ailleurs, autre question de Logan, d'ailleurs, sur une carrière de 15 ans, vous préférez faire un three-peat ou gagner 3 titres de manière espacée temporellement? J'aime bien l'idée de gagner 3 titres espacés. Ouais. Parce que ça prouve que tu peux t'adapter, tu vas le faire avec des coéquipiers différents, peut-être dans des rôles différents. Tandis que un flip-it c'est super impressionnant, il n'y a pas de souci, mais ça peut être un alignement des planètes pendant 3 ans, un noyau dur exceptionnel, et du coup en fait peut-être que les 3 titres vont être un petit peu globalisés en une période de domination globale, tandis que les 3, en gros, est-ce que tu préfères être Tim Duncan ou Steph Curry, il a pas son flip-it, mais c'est Shaquille tout O'Neal. comme, ou Shaquille O'Neal, ouais. Ah, moi je pense que je préfère être Tim Duncan quand même. Ouais. En même temps, un three-peat, il n'y a quand même pas tant que ça dans l'histoire de l'NBA, hein, pour le coup. Ouais. Il y a quoi? C'est qui les derniers? C'est les Lakers, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est les derniers. Début 2000. Et avant ça, il y avait les Bulls, évidemment. Celtics, Lakers, ils l'ont pas fait dans les années 80, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, Russell doit le faire, c'est sûr. 70, il n'y a rien, et je crois qu'il faut remonter aux Celtics de 60, ouais. Donc, ouais, c'est pas mal quand même. Mais après, c'est vrai que tu me demandes, est-ce que tu peux faire un three-peat en tant que role-player, et puis ensuite faire une carrière de 10 ans où t'as rien? Ou alors, est-ce que tu préfères être go-to-guy qui gagne 3 titres dans 3 équipes différentes en 15 ans de carrière? Ouais, c'est vrai que ça peut être marrant aussi. Mais ouais. Bonne question, effectivement. Ça fait réfléchir. Autre question, avec ses qualités et le niveau atteint cette saison, les Spurs de White, Caruso, Anunoby, Isaac, Wembanyama, Suggs, Nesmith, Hartenstein finissent à quelle place à l'Ouest cette saison? Attends, j'ai pas compris la question. Il nous a construit un effectif là, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est quand même très un défensif, effectif un peu hipster, défensif. Mais par contre, alors moi, ma question, c'est, tu prends le Wembanyama de maintenant ou le Wembanyama d'octobre en octobre et le Wembanyama de novembre en novembre? Attends, je recommence. Donc Wembanyama est en pivot. Ensuite, qui est-ce qu'il a? Il a Anunoby à côté. Ensuite, il a aussi Jonathan Isaac en défense. Ok, en poste 4 aussi. Naismith, poste 3. Derrick White, Jalen Suggs et Alex Caruso pour les postes 1 et 2. La question, c'est est-ce qu'ils mettent assez de paniers pour être dans le top 6 ou dans le top 8 même? Ah, la question, c'est à l'ouest. Où est-ce qu'ils sont à l'ouest? Pour moi, ça joue le play-in. Hein. Play-in, ouais, je pense. Ouais. Play-in. Je pense. Play-in, mais quand même moins fort que les Pelicans de Jonas Valanciunas.
Ça, j'en suis sûr. Question de Willmatic. Pour suivre le tweet de Guillaume sur Trey Murphy, je m'en souviens pas. Vous pensez qu'il pourrait être plus qu'une troisième option, ce Trey Murphy? Jusqu'où le voyez-vous progresser, FD? Dans une très bonne équipe, j'ai du mal à le voir plus qu'une troisième option. Par contre, oui, ça pourrait être une deuxième option, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Le tir extérieur est en progression fabuleuse. Et l'attaque de close-out, pour moi, est en progression aussi. C'est ça, le swing skill, c'est ça ce qui va faire pencher la balance. Le point de bascule. Point de bascule, merci. Il arrive à progresser sur sa finition intérieure et ajouter un petit peu de playmaking en kick-out, donc driver vers le cercle et puis faire des passes et puis ressortir dans les bons espaces. Ouais, pourquoi pas une deuxième option, ouais. Ouais, ça me... Pour moi, il manque un peu le passing tout de même. Il manque un peu le passing et même le dribble et la création avec ballon. C'est un peu le finisseur, le côté je peux faire de l'ISO, je peux faire du tout droit, du straight line drive, un peu d'ISO, un peu de pick and roll. Mais je sais pas à quel point il manque un peu de création pure, tu vois, de créativité, de passing pour passer le palier au-dessus, quoi. Mais après, ça peut être l'élite, un peu, tu t'en parlais, un peu le Klay Thompson, alors. Pas exactement pareil, parce qu'il est plus vif et moins shooter, mais quand même bien shooter. Mais ouais, ça peut être Klay Thompson, c'était la Rolls-Royce, de ce profil-là, en fait. Ouais, surtout, en plus, c'est ça le problème avec Trey Murphy, c'est que même à l'université, on pourrait se dire, bon, effectivement, depuis qu'il est en NBA, il joue off-ball. C'est même pas le cas, en fait. Déjà à l'université, que ce soit à Rice ou à Virginia, après son transfert, déjà à l'université, il avait ce rôle-là, en fait, d'excellent scoreur, mais pas de créateur balle en main, en fait. Donc on l'a même pas vu là-dedans, enfin dans ce rôle-là, dans un autre contexte. Repéré par Titouan, ça que tu nous avais raconté. Hein. Exact. Scouté par Titouan Cronier avant tout le monde. Cocorico. Question de Samuel27 sur Twitter qui nous dit, sur YouTube, excuse-moi. Question pour le prochain hebdo. Quel est votre top 3 des meilleurs joueurs avec un contrat de moins de 10 millions et le top 3 des pires contrats au-dessus de 10 millions? Sur l'année actuelle, évidemment. Je peux t'énumérer des noms, si tu veux, autour des... Moi, je peux te donner le gros vainqueur de Miles McBride. Ah oui, évidemment. Évidemment, Miles McBride, il doit être là-dedans. Moins de 10 millions, on prend pas les contrats rookies, hein, si on est d'accord. Oui. Sinon, c'est trop facile. Wembanyama, par exemple. Quoique, est-ce que Wembanyama est pas au-dessus des 10 millions? Si, doit y être. Le premier choix de draft est à 12, il me semble. Ouais, ça a bien changé, hein, parce qu'avant, les premiers choix de draft, ils étaient à 4. Ouais. Moins de 10 millions, on a du Claxton, on a du Royce O'Neal, on a du Alex Caruso, c'est pas mal, hein, Caruso. Du Dante Exum. Oui. Isaiah Hartenstein, moi j'aime bien Hartenstein aussi. Eric Gordon. Ouais, je préfère Hartenstein cette saison, pour le coup. Oui, moi aussi. Hartenstein, on va prendre côté Knicks en fait. Hein. Caruso, Hartenstein, McBride, qui c'est qu'on a d'autres DiVincenzo, il doit être autour des 10, non? Si je dis pas de bêtises. Il est à 10,9. Ouais. Donc ça marche pas. Qui c'est qui n'est pas rookie? Osar Thompson, ça compte pas. Mo Wagner. T'es fan de Mo Wagner, toi, ou toi, ça va? Non, je suis pas fan de Mo Wagner. Toi, t'es normal? Ok. T'es pas comme Azad. On est d'accord, t'es normal. Non, mais je crois que c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ou alors, j'oublie des contrats minimum. Kenrich Williams, j'aime beaucoup. Mais ouais, joueur un peu gadget, là. Un peu gadget pour l'instant, ouais. C'est vrai. Un Bismack Biyombo est à 5 millions. Mais tant mieux pour lui. Jarry Vanderbilt, même si un peu gadget aussi, mais le gadget qui, selon le bon match-up, peut être crucial. Ouais. Je ne sais pas. Zach Collins. Il a 7 Zach Collins, sympathique, ouais. Sympathique, mais je pense qu'on peut garder Hartenstein, McBride et Caruso, ça te va? Ouais, très pour bien. Les 3 meilleurs. Et alors, la question de l'enfer. Vas-y, non, Okongwu, c'est encore rookie. Ouais. C'est avant son extension. Ouais. Claxton, c'est pas mal aussi. Hein. Claxton, en dessous des 10 millions. Ouais. Je comprends pas Claxton. Hein. Ça va être une belle free agency pour lui. Et donc, les pires au-dessus de 10 millions. Quels sont les pires joueurs au-dessus des 10 millions payés trop cher? Est-ce que c'est trop facile si on dit Tobias Harris ou pas? Oui, parce qu'il est bon, il est juste trop payé, ouais. Voilà, c'est pas le bon, enfin c'est pas, ouais. Il est pas assez mauvais. Alec Burks en l'état actuel des choses, c'est quand même très mauvais. Ouais. Parce qu'il joue pas. Jordan Poole, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas très bon cette saison. C'est quand même pas très bon du tout. Efficacité catastrophique.
Ça pourrait rentrer, je pense, assez largement. Au-dessus des 10. Est-ce que ça compte l'on the ball vu qu'il joue pas, ou alors on prend que le niveau de jeu? Non, ça peut compter, je te l'accorde. Evan Fournier, c'est quand même pas génial. Marcus Morris, il est à 17 millions. Ah non, mais il a été coupé peut-être, Marcus Morris. Ouais. Oui, il a coupé d'ailleurs, il a Kevin Cleveland. Porter Jr. a aussi été coupé, mais il était à 15 millions. Qui ça, pardon? Kevin Porter Jr. était à 15 Oui, millions. d'ailleurs, il a signé en Grèce, je sais pas si t'as vu. Oui, il a Kevin signé Porter au Pana. Jr. Les pires, D'ailleurs, les pires. il a pas joué de la saison, Porter Jr. Non. Les pires. Davis Bertans, 17 millions. Bertan, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Covington, 11 millions aux Sixers, pardon, pas du tout utilisé. Horton Tucker, 11 millions. Evan Fournier, 19. Ouais, mais Horton Tucker, c'est genre, on te fait pas jouer, on est bon, on te refait jouer quand il faut tanker. C'est pas mal aussi, quoi. Ouais. Gabe Vincent, c'est les blessures, mais bon. Sinon, on aime beaucoup Gabe Vincent. Ouais, ça fait mal, ça fait pas mal. On a quand même quelques noms. Devante Graham. Devante Graham, il a plus de 10 millions. Devante Graham, c'est pas mal quand même. Waouh! Ah oui, en effet, ouais. Je pense que. Ah, pour moi, là c'est bon. Pour moi, on a trouvé notre. Bon, après, il a joué que 17 matchs. Oui, mais il a pas joué. C'est pas parce qu'il est pas blessé, c'est parce qu'il est pas jouable, en fait. C'est un peu tiré sur l'ambulance, mais on parle quand même de quelqu'un qui est à. Bah non, je vais même pas mentionner son pourcentage de réussite au tir parce que ça mérite pas. Question de Guillaume de Basket Info qui dit FD, voulez-vous refaire la draft des joueurs de moins de 25 ans vu les progrès de Wembanyama en un mois? La question est pas intéressante, donc non. Bah oui, on peut la refaire. Recommençons. On l'avait mis combien? Attends, pour rappel, on avait Haliburton 1, Edwards 2, Zion 3, je crois, hein. Non, ou alors Zion 2 et Anthony Edwards 3 et Wembanyama 4. Alors, il faut quand même se rappeler qu'on faisait une estimation pas sur le potentiel. Dans ce cas-là, on aurait pu le mettre premier, mais sur le niveau actuel. Au 29 février, un mois plus tard, est-ce qu'il bouge pas de une ou deux places potentiellement? Un mois plus tard, pour moi, ouais, il passe devant Zion. C'est pas impossible. Pour l'instant, j'aurais tendance à le laisser là. Moi, j'avais Zion au-dessus de Edwards, donc pour moi, il passe les deux. Ou alors mais je sais pas. Ça va être sympa si on fait un top 100 cet été. Je pense qu'on va le faire, mais ça va être sympa de le classer parce que je pense qu'il va taper très haut, hein, pour une entrée en matière assez dingue. Après, il faudra peut-être pas avoir le biais du moment actuel versus l'intégralité de la saison, mais voilà. Et puis une question de Guillaume de l'Écho des Parquets qui dit FD, quel est ton top 3 des matchs de la saison régulière que tu aimerais revoir vu que la saison est quasiment terminée? Quels sont les matchs qui t'ont marqué cette saison régulière? Alors, marqué, j'en ai un qui m'a marqué, c'est le Pacers Hawks. Tu sais, celui qui finit à 165. L'orgie offensive. Ouais. Ouais, celui-là m'a bien marqué. C'est difficile de faire une rétrospective comme ça, là. J'avoue que le Boston-Denver, enfin Denver qui va à Boston gagner, mettre fin à l'invincibilité, il était assez marquant ce match. J'en avais un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est le match en double prolongation, Lakers contre Warriors en janvier, je crois. Et puis, qu'est-ce qu'on avait aussi? Il y avait des matchs pas. Il y a Phoenix San Antonio en début de saison, la double confrontation là, qu'on avait fait avec toi. Les matchs étaient assez cool. Et sinon. Moi, j'avais beaucoup aimé le tout premier Suns Warriors. Il me semble que c'était le premier en opening night. C'est ça, ouais. Qui était top parce que c'était que des nouveaux joueurs. Chris Paul était encore là, il était encore joueur de basket. Celui-là était top, ouais. J'avais beaucoup aimé le match de Noël aussi cette année. Le Dallas Phoenix était très très bon. Et même même tous, même le Warriors, Denver Warriors était pas mal. Et Knicks contre Bucks. Noël, pas mal de belles affiches, ouais. Oui, d'accord. Qu'est-ce que j'essaie de réfléchir, mais. Non, il y a eu pas mal de matchs, pas mal de beaux matchs cette année. Et puis question de Guillaume du Basket Lab FD. Ton pronostic pour les finales? L'affiche des finales? Ouais. Écoute, moi je vais pas jouer dans l'originalité.
Je vais mettre un Bucks, un Celtics, Celtics Nuggets et victoire des Celtics en 7. Celtics Nuggets. Ok. Sachant que c'est l'affiche qu'on attend tous, donc c'est probablement l'affiche qu'on n'aura pas. Est-ce que tu en as conscience? Oui, bah oui, puisqu'on aura Suns Heat et ça sera formidable. Ah ouais, je me suis jinxé là, on est d'accord. C'est horrible. Non, j'aurais bien voulu dire les Clippers, mais j'y crois plus depuis que c'est un peu le boxon là. Donc je pense que Denver à l'ouest, ouais, je sais pas, ouais, peut-être Denver à l'ouest et Knicks. Quoique c'est peut-être short sans Randle. Ouais, non, Knicks c'est trop short. Allez, Knicks Denver en finale NBA. Soyons fous. Allez, quitte à avoir faux, autant avoir vraiment faux. Et puis t'as raison. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.